Bonjour, je suis très heureux de vous retrouver et de retrouver également pour ce rendez-vous deux habitués de cette émission, c'est-à-dire Michel Cotta, éditorialiste qu'on ne présente plus, et Dominique de Montvalon, idem, éditorialiste qu'on ne présente plus. Et pour la première fois, Michel Cotta ne sera pas exactement dans le studio, mais elle a choisi l'option du télétravail, et donc nous allons la retrouver chez elle. Michel, la connexion entre votre domicile très lointain et l'avenue de la Grande Armée se passe très bien. Donc je vous passe tout d'abord la parole. Et ma première question, c'est de vous demander votre opinion sur l'état psychologique, à cet instant précis, des Français et, en grosso modo, de la politique française. Alors je dirais pas terrible, voilà, pas terrible, parce que je crois quand même que le spectre du Covid touche tout le monde. Et d'ailleurs, on voit bien dans les sondages que les gens ne se sentent pas assez protégés, qu'ils remettent en cause la doctrine du gouvernement. Donc je crois que le Covid dans notre univers a beaucoup d'importance. Et en dehors de cela, je dirais que la réplique politique reste liée à la réplique médicale. Au fond, tant qu'on a une deuxième vague qui reprend, parce qu'on peut bien parler maintenant de deuxième vague, tant qu'aucun vaccin n'est annoncé et que tout le monde dit il faudra vivre, apprendre à vivre avec ce Covid, ça plombe quand même significativement le moral des Français. Pour le reste, je pense que le Premier ministre et le Président de la République sont plutôt en phase, même si on dit que Jean Castex est moins populaire que l'était Édouard Philippe. Il reste qu'il est très présent et que le Président de la République aussi est présent. On s'apercevra en fin d'après-midi lorsqu'il va visiter les Alpes-Maritimes dévastées. Donc le Président est présent. Mais je trouve qu'il n'y a pas, comment vous dire, l'impression d'une union de l'Union nationale. N'en parlons pas, même pour la maladie, mais on n'a pas l'impression qu'on est dans une période où président et Premier ministre peuvent à tout seuls tenir l'édifice français, qui quand même est un peu fissuré. Et quel est votre avis, Dominique ? Alors, je partage l'analyse de Michel Cotta. Moi, j'apprécie votre question, Bernard Volcker, parce que, légitimement, on parle de la situation sanitaire, où en est l'épidémie. On observe au passage des querelles entre scientifiques qui décidément, se prolongent et perdurent. On parle ensuite de la question économique, elle est capitale. On espérait au fond qu'après la période des vacances d'été, on allait revenir, il y aurait une décélération de l'épidémie, on allait revenir à une situation qui permettrait ce qu'il est convenu d'appeler une relance. Mais tout ça, ce sont des vraies questions. Mais c'est vrai qu'il faut aussi s'interroger sur ce que j'appellerais, Michel parlait du moral des Français, de façon similaire ou parallèle, je dirais un peu l'état psychologique et même psychique des Français. Ils ont été remarquables dans la façon d'endurer, d'affronter la première vague de l'épidémie. Mais mesurons ce que ça a représenté. Le confinement, toute une série de contraintes qu'ils ont en réalité, on a beaucoup parlé de ceux qui ne respectaient pas les contraintes et les priorités. Moi, je préfère parler de 90 ou 95% des Français qui les ont respectées. Le masque dans les transports en public, quels qu'ils soient, le fait de faire attention dans les relations qu'on a, les relations amicales, les relations parentales, les relations familiales, pas aller voir ceux qui étaient ou ceux qui sont potentiellement plus fragiles dans la situation actuelle. J'en fais partie, alors je me place du point de vue des jeunes qui peuvent se poser cette question-là. Ou bien, j'arrête, je pourrais énumérer, mais c'est lourd, c'est lourd. J'ajoute juste une chose, par exemple. On est quand même un peuple largement latin. On ne peut plus embrasser quelqu'un, on ne peut plus prendre à la façon, j'allais dire à l'italienne, pas ça, à la façon latine, prendre quelqu'un dans les bras. Il y a quelques-uns le font, mais on doit s'interdire ça. Autrement dit, alors qu'on attendait que l'épidémie décélère, je ne dis pas s'arrête complètement,
on apprend en ce début de septembre-octobre que finalement, elle n'est pas morte, elle repart. On ne sait toujours pas ce qu'elle est, on ne sait pas si elle a muté ou pas, il y a les avis les plus variables. Et on doit quand même, tous autant qu'on est, endurer une situation, simple citoyen. Moi j'en veux pas ni au gouvernement, ni à l'opposition, ni quoi que ce soit. Ce n'est pas une affaire politique, c'est une épreuve personnelle et collective que nous n'avions jamais imaginée et dont les premiers à souffrir sont en réalité les jeunes. Je voulais juste dire un mot à propos de ce que vous dites, c'est qu'il y a aussi une chose dont peut-être on n'a pas vraiment conscience, c'est que ça va durer encore longtemps. C'est pas comme la première vague qui a quand même duré quelques mois, mais là, on s'achemine vers une poursuite de cette situation. Bernard, je vous rejoins tout à fait. C'est-à-dire que si on nous avait dit, bon, finalement, ça va durer un peu plus longtemps, mais vous savez, en janvier de 2021, on en aura à peu près fini. À peu près fini. Non seulement on a vu qu'il y a un rebond, on ne parle pas de deuxième vague, c'est des querelles sémantiques qui n'ont aucun intérêt, mais enfin, en tout cas, ça persiste, ça dure, ça se complique, etc. Mais on ne sait pas quel en est le terme. D'ailleurs, le mot d'ordre aujourd'hui que je comprends, que j'entends, que j'ai du mal à vivre, je dis je, mais c'est le cas de beaucoup de Français, c'est il va falloir apprendre à vivre avec le virus. Et bien, ça veut dire aussi beaucoup de contraintes et pas l'assurance totale d'être épargné par le virus. C'est quand même dur. Hein. Michel Cotta. Et puis ça veut dire aussi que la relance, qui pouvait être encore envisagée, et envisagée facilement finalement, si tout s'était arrêté en juillet, il faut dire aussi que la relance, elle n'est pas évidente, parce qu'avec un deuxième rebond, c'est vrai qu'on le voit bien autour de soi, les restaurants ont des problèmes, les tas d'artisans ont des problèmes. Donc, ces 100 milliards d'euros sur le plan de sauvegarde, on se demande aujourd'hui, en plus avec inquiétude, ça accroît l'inquiétude. On se dit, mais est-ce que ça suffira ? Est-ce que ça suffira si justement cette vie se prolonge ? Et quelles peuvent être les conséquences politiques, selon vous, Michel Cotta ? Conséquences politiques, j'ai l'impression qu'à l'heure actuelle, on voit bien que, il y a une opposition et une majorité, mais on voit bien que dans l'opposition, en dehors de certains comme Mélenchon qui sont un peu persuadés qu'eux-mêmes auraient fait mieux, mais on n'a pas l'impression que beaucoup de gens envieraient la position d'Olivier Véran, envieraient la position du Premier ministre et encore moins celle du Président de la République. Alors bien sûr, il y a des escarmouches entre opposition et majorité, mais sur ce fait-là, on peut dire on ne comprend pas la stratégie du gouvernement en matière de restaurants, etc. On ne la comprend pas parce qu'elle change tout le temps, parce que le virus change, à vrai dire. Et les gens ont quand même compris que partout le virus circulait abondamment, il fallait restreindre les libertés, et notamment un certain nombre de commerces. Donc, au fond, tout ça aurait dû être derrière nous, on serait déjà tous en train de rebâtir, et on nous dit, vous rebâtirez, mais plus tard, parce que pour le moment, il y a beaucoup de choses à assumer dans une imprévision systématique. Comment prévoir? Mais on ne sait même pas. J'ai entendu ce matin que le professeur Raoult avait dit que le virus avait viré. D'autres disent qu'il a viré qu'il a absolument pas viré, qu'il a absolument pas changé. Donc dans cette espèce d'incertitude, comment faire un programme de sauvegarde et de survie assuré? Pour le gouvernement, c'est vraiment... Je veux dire, c'est vraiment la faute à pas de chance. Alors vraiment, d'avoir vers un quinquennat dans ces conditions, franchement... On ne sait pas du tout. Je partage tout à fait cette analyse, ce constat d'ailleurs, cette analyse, mais d'abord ce constat. On ne sait pas du tout où nous allons. Alors, on s'oblige à ne pas céder à l'affolement, ça a été dit, mais même simplement à l'angoisse, à brider
notre angoisse individuelle et collective. Mais c'est bien de ça dont il s'agit actuellement. Ça peut effectivement, je le dis au passage, tout à fait d'accord avec Michel Cotta, mettre en cause l'opération Relance qui, au fond, avait été lancée lorsqu'on pensait qu'on allait avoir une décélération de l'épidémie. Je ne dis pas un arrêt, je le répète, mais décélération. Vous savez, nous parlons ici il ne s'agit pas du tout de noircir la situation, mais pour donner des traductions concrètes de ce que nous vivons tous. Nous parlons ici de vos studios qui sont juste à côté de l'Étoile, au cœur de Paris, etc. Ce qui est extrêmement frappant, c'est, je ne veux pas dire le vide, mais à quel point les rues sont souvent désertes à Paris. En tout cas, il y a beaucoup moins de monde. Alors, la cause première, elle est évidente. Il n'y a plus aucun touriste étranger. Plus aucun. La France est la première destination touristique mondiale et à l'intérieur de la France, Paris est la première destination. Il faut voir ce que ça représente. Il n'y a plus aucun touriste étranger à Paris. C'est normal, ce n'est pas un reproche, mais ça en devient presque angoissant pour nous. Ensuite, il y a, Michel Cotta l'a évoqué, des commerces en difficulté, des bars qui sont désormais fermés. Enfin bon, ce n'est pas pour faire une description... comment dirais-je, noir, absolu, mais s'interroger, comme vous le faites, Bernard Volcker, ou nous interroger sur l'évolution de la situation politique, si ça ne venait pas de vous avec le plus grand sérieux, on pourrait considérer que vous posez malicieusement un piège. Parce que qui peut le dire ? Qui peut le dire ? Tout dépendra de la façon, dont évoluera l'épidémie durant l'année 2021, de la façon dont on trouvera ou pas ce fameux vaccin que tout le monde espère, mais enfin, il n'y a que Trump pour croire qu'il a trouvé le vaccin miracle. Bon, en tout cas, on l'espère pour l'instant. Quelle sera la situation économique ? Et à ce moment-là, on est dans une situation que nous n'avons jamais vécue. Je pense, j'arrête, je veux juste dire ceci, quand j'ai entendu certains, les politiques en général, quels qu'ils soient, sont prompts à l'emphase. Mais quand certains ont dit, parfois ils remontaient plus avant, que jamais depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, en France, on avait vécu, et ça ne se passe pas qu'en France, une situation pareille, je pense qu'on peut même remonter plus avant. Mais c'est parfaitement exact. Ça donne la dimension de la gravité de la situation et quand même sur tous les plans, y compris politiques, de son caractère imprévisible. Alors Michel Cotta, la vie politique continue quand même et on parle de la rencontre du dîner entre l'ancien Premier ministre et le Président de la République. On parle de François Baroin, de Xavier Bertrand. Quelle est votre opinion sur ces préparatifs, entre guillemets, de la présidentielle ? Alors, je ne suis pas sûr que la rencontre entre Édouard Philippe et Emmanuel Macron appartienne vraiment uniquement à la stratégie électorale présidentielle. Mais il est vrai que lorsque Édouard Philippe est parti, le président lui a donné comme rôle d'organiser la majorité. En principe, c'est le Premier ministre qui est l'organisateur de la majorité. C'est pas quelqu'un qui n'est plus Premier ministre et qui, au surplus, ne l'avait pas fait ou n'aimait pas le faire lorsqu'il était Premier ministre. Je crois quand même que ce que ça veut dire, c'est que ce dîner, en gros, c'est l'assurance qu'Édouard Philippe ne fera jamais aucune manœuvre désagréable contre le président de la République, au moins jusqu'en 22. Au moins jusqu'en 22. Ce qui est quand même l'essentiel pour Emmanuel Macron, puisque Édouard Philippe, au fond, avait comme fonction essentielle de tenir une partie de la droite dans le clan des macronistes, et ça, il continuera à le faire. Donc c'est quand même important, ce déjeuner. Je ne sais pas si les deux hommes ne s'étaient pas vus depuis juillet, mais je sais pas, il y a toujours une espèce d'amertume quand on n'est plus Premier ministre. Mais l'amertume d'Édouard Philippe est quand même comblée par le fait que les sondages le montrent comme l'homme le plus populaire et qui est resté, malgré son départ de Matignon, un des hommes les plus populaires. Bon, alors ça, c'est du côté macroniste. Et de l'autre côté, mais pardon Dominique, j'en ai pour... Non, j'écoute ça avec intérêt. Le refus maintenant de Baroin
apparaît vraiment comme un pas de deux presque ridicule. Ça fait 2-3 mois qu'on sait que finalement il hésite. Quand on hésite tellement pour être président de la République, c'est qu'on n'y va pas. Bon, donc il aurait sans doute pu le dire avant, mais ce qu'il y a de sûr, c'est que ça a déclenché, du coup, son silence a déclenché la présence appuyée de Xavier Bertrand, qui, lui, ne cache pas une occasion de dire que les régionales qui viennent, seront une sorte de primaire, et que s'il gagne sa région au régional, il sera candidat à la présidence de la République. Après ça, il n'en fait plus partie des Républicains. Donc, est-ce que les Républicains vont bâtir un candidat? Est-ce qu'ils vont ajouter un candidat à un candidat de la droite? Bref, là aussi, c'est la plus grande indécision du côté de la droite non macroniste. C'est aussi la plus grande division du côté de la gauche non macroniste. S'agissant de Xavier Bertrand, vous savez, dans l'histoire de la Ve République, il y a une évidence, peut-être pas seulement dans l'histoire de la Ve République, pour être candidat à un poste aussi éminent et flatteur et finalement douloureux à vivre quand même, pour parti qu'est le poste de président de la République, élu par l'ensemble de ses concitoyens, il faut y penser matin, midi et soir. Lui, clairement, je ne sais pas s'il pense le matin et pas midi et soir, mais enfin, en tout cas, ce n'est pas son obsession. Alors, c'est une condition nécessaire, et évidemment non suffisante, mais c'est une condition absolument nécessaire. Il y a effectivement quelque chose qui n'est pas très, je le dirais comme ça, bêtement, pas très sympa pour ses camarades de jeu politiques dans l'orbite des Républicains, que de dire « je ne crois pas que j'irai, mais je vais réfléchir, je me donne le temps, j'y vais pas, etc. » On a vu depuis 2 mois des papiers fleurir, informés d'ailleurs, disant « il n'ira pas », puis finalement il revient un peu en arrière. Et tout ça est assez... tout ça est pas glorieux. Hein. François Baroin est quelqu'un de fort qui avait potentiellement, je mets ça à l'imparfait, la stature d'un possible président de la République. Peut-être était-il le plus fédérateur sur le papier, fédérateur des différentes sensibilités de sa famille politique pour commencer, mais il faut arrêter ce jeu qui consiste une semaine à dire oui peut-être et la semaine d'après non sûrement pas. Moi, juste un mot sur Édouard Philippe, comme l'a dit Michel Cotta. Il y a quelque chose de frappant avec Édouard Philippe qui n'était pas évident du tout. Surtout quand on se rappelle dans quelles conditions il est devenu Premier ministre. C'était l'inconnu du bataillon. Hein. Il est arrivé, même Emmanuel Macron ne le connaissait pas beaucoup. Hein. Il faut dire les choses comme elles sont. Et finalement, aujourd'hui, il est à la fois un homme seul et un homme fort. Alors, un homme fort, ça se traduit dans les sondages, mais pas seulement. C'était pas évident. Il pouvait quitter l'hôtel Matignon, avoir un bilan discuté, avoir une image abîmée ou en tout cas inégale, etc. Et c'est un incontournable de la vie politique. C'est quand même une situation absolument extraordinaire. Personne ne peut faire de la politique demain, dans les années qui viennent, sans tenir compte d'une façon ou d'une autre, a fortiori dans le camp Macron, de la personnalité d'Édouard Philippe, qui est devenue même une référence pour ceux qui, dans le camp Macron ou à droite, se disent « mais il nous faut quelqu'un ». Ils pensent à Édouard Philippe. Alors, c'est vrai que c'est extraordinaire quand on y songe, une situation dans laquelle Édouard Philippe explique, et il vient encore de le faire, mais je ne ferai rien contre le président Macron. Ça veut donc dire que potentiellement il pourrait. Hein. Je crois qu'il ne fera rien et qu'il a quelque part, un peu plus tard, on verra, brûlons pas les étapes, mais l'avenir pour lui, ou un avenir pour lui. Mais c'est une situation, c'est quand même aujourd'hui l'homme le plus populaire, gauche et droite confondus. Situation singulière. Hein, pas beaucoup dans cette situation-là. Bon, mais j'ai dit tout à l'heure, en réponse à une de vos questions, Bernard Bolker, mais personne aujourd'hui ne peut savoir quel sera le paysage politico-économico-idéologique de la France lorsque véritablement on sera à l'entrée de la ligne droite, et sanitaire, l'entrée de la ligne droite de l'élection présidentielle. Songeons une seconde à ce qui se passe aux États-Unis. Qui aurait pu imaginer il y a un an
la situation qui prévaut aujourd'hui aux États-Unis, marquée par beaucoup d'incertitudes, pour dire les choses en termes diplomatiques. Eh bien, puisque vous parlez des États-Unis, changeons de chapitre et traversons de l'Atlantique, même si on ne peut pas avoir de visa, donc on va traverser l'Atlantique sans visa. J'espère qu'on ne sera pas arrêté à l'arrivée. Michel, quelle est votre opinion sur ce qui se passe à Washington et cette attitude absolument époustouflante du président américain Donald Trump? C'est à vous, Michel. Vous avez entendu ma question? Eh bien, je vais tenter. Voilà. Et je passerai dès que ce sera possible, techniquement, le relais à Michel Cotta. La traversée de l'Atlantique, ça n'a pas marché. Oui, voilà. Non, c'est plus facile de traverser l'Atlantique, peut-être, que d'aller d'un arrondissement. Pour ceux qui nous écoutent, c'est à 2 arrondissements d'ici, mais c'est la vie quotidienne. Écoutez, c'est hallucinant ce qui se passe. C'est hallucinant. Parce que moi, ce qui me frappe, j'ai envie de parler d'abord de Joe Biden. Il est, au jour d'aujourd'hui, ça peut changer encore, hein, même en un mois, au jour d'aujourd'hui, il paraît être le fédérateur possible des démocrates et au-delà du camp qui ne veulent pas, des anti-Trump, en tout cas qui ne veulent plus de Trump et qui considèrent que la cerise sur le gâteau, si je puis dire, c'est pas la bonne formule, mais enfin le comble, c'est la façon dont il a géré, ou plutôt non géré, la crise du Covid. Mais ce Joe Biden, quand vous le voyez, il apparaît, je dis ça respectueusement, mais il apparaît fragile. Moi, Vous voulez dire physiquement fragile ou... Oui, physiquement, psychologiquement, je demande à voir et je suis prêt à être agréablement surpris, puisque au fond, la logique d'une situation aux États-Unis, c'est que le vice-président n'est pas sur l'avant-scène. Donc on verra ce que ça donne. Non, il y a une certaine fragilité. Mais bon, la vraie question, c'est celle de Trump. Attendez, on ne sait pas où on est. On ne sait pas où on est. On est dans un feuilleton, on est au cinéma, on est dans la provoque. La façon dont il est revenu, après, si j'ose appeler ça comme ça, une petite escapade à l'hôpital, mais enfin, c'était pas drôle puisqu'il était malade. La façon dont il est revenu en hélicoptère, avec solennité, en enlevant son masque, après devant la caméra, on ne sait plus quoi en penser là. Hein. Et puis en même temps, pour terminer sur un point plus sérieux, ces médecins ne disent pas tout, mais quand même, on est troublé. Ils ont quand même dit suffisamment de choses pour apprendre qu'il avait bénéficié d'un traitement. Le problème n'est pas de savoir si lui a bénéficié parce qu'il est président d'un traitement exceptionnel et pas l'américain moyen. Le problème, c'est la nature du traitement. Alors, je ne parle pas en médecin, ça va sans dire, mais la nature du traitement qui lui a été administré, ça semble montrer que quand même c'était du sérieux. Et d'ailleurs, ça va peut-être changer dans les heures qui viennent, mais au moment où nous parlons, Joe Biden a dit, c'est quand même, on ne sait pas où on va là, de jour en jour, qu'il ne voulait pas en tout cas discuter avec Trump, rediscuter, puisque c'est prévu, si jamais il était toujours contagieux, si j'ai bien compris. Ouais. Mais attendez, non mais nos amis américains, on a vécu avec eux depuis 50 ans, et plus. Non, mais je veux dire culturellement, politiquement, et quoi qu'on pense d'eux, etc., on a besoin d'eux. Ils sont notre référence, et pas seulement dans l'ordre économique, mais évidemment dans l'ordre économique, notre destin dépend, d'Européens, je dirais pas seulement de Français, dépend pour partie de ce qu'ils font ou ne font pas, de ce qu'ils font bien ou de ce qu'ils font mal. Alors on a appris à vivre, sinon avec le Covid, en tout cas avec Trump, hein, depuis qu'il a été élu, il nous a suffisamment sidérés. Mais là, les derniers épisodes nous plongent dans une assez grande stupéfaction. Que nous réservent les prochains jours? Je suis incapable d'avancer un scénario. Oui, parce que d'après les informations qu'on a des États-Unis, il a subi un traitement qui n'est pas disponible pour tout le monde, qui est en phase d'essai, un médicament. Et un peu de choc quand même, oui. Non, je crois qu'on peut le dire comme ça. Et certains médecins ont estimé, puisqu'il avait reçu de l'oxygène, mis sous oxygène, que ses poumons étaient quand même atteints. Donc peut-être que dans les heures ou les quelques jours qui viennent, son état pourrait s'aggraver, parce que sinon, si son état s'améliorait, ce serait quand même une guérison absolument extraordinaire. Oui, quelqu'un où son état va s'aggraver, mais je partage votre interrogation, où son état va s'aggraver, où il y aurait une guérison miraculeuse.
Enfin bon, on n'est pas au bout de nos surprises. Hein. Il faut s'adosser, bien s'asseoir au fond de son fauteuil et se préparer à bien des choses. Mais c'est quand même un personnage extraordinaire. Ah parce oui, quand il a eu la maladie, quand on a annoncé qu'il était contagieux, qu'il était contaminé, certains, enfin la majorité des commentateurs a pensé que maintenant il allait prendre au sérieux la maladie, qu'il allait gouverner le pays et faire en sorte que tout le monde porte un masque. Ça a été exactement le contraire. En sortant de son hélicoptère et en enlevant son masque, c'était quand même un défi absolument extraordinaire. C'est une personnalité hors du commun quand même. Alors c'est le moins qu'on puisse dire. Cela dit, Bernard Volcker, vous avez constaté avant moi, et je le fais après vous, que beaucoup de gens de la Maison-Blanche, beaucoup de responsables de la Maison-Blanche sont atteints par le Covid. Enfin, c'est une situation tellement irrationnelle qu'on a du mal à la faire entrer dans une interprétation sommaire. Je ne sais pas. Non, mais c'est troublant. Nous souhaitons le rétablissement du président Trump à titre personnel. Nous souhaitons au moins autant le rétablissement de la puissance américaine, respectant le multilatéralisme, si possible, mais la puissance américaine comme un des piliers de notre planète et en partie de notre avenir. Je vous remercie. Dominique de Montvalon, je vous remercie. Je regrette que la communication avec Michel Cotta a été coupée. À distance, on lui adresse un salut amical. Parce que... Nous la remercions d'avoir participé à cette émission. Je vous remercie également, Dominique de Montvalon, et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures avec Donald Trump en particulier. Merci beaucoup d'avoir suivi cette émission, ce rendez-vous du mercredi.